L'Afrique, c'est un continent et non un pays. Un continent de 30 millions de kilomètres carrés et d'1 milliard d'habitants, constitué de 53 États, des républiques, des États unitaires, quelques États fédéraux et même des royautés. Des climats variés, désertiques et secs, tropicaux et humides, frais dans les montagnes ou les collines et même froids aux extrémités. Des animaux uniques et emblématiques. Lions, girafes, hippopotames, zèbres, éléphants. Des lieux géographiques évocateurs de sa nature. Sahara, Kilimandjaro, le Nil, le fleuve Congo. Des peuples avec des cultures séculaires et des langues variées. L'Afrique compte environ un tiers des 6000 langues parlées dans le monde. Bref, une terre de vie, une terre de chaleur humaine, la terre des premiers hommes de l'humanité. Mais voilà, si nombreux de ceux qui y vivent dans ce décor idyllique songent de trouver mieux ailleurs, c'est parce qu'il y a des choses qui restent à parfaire. Et les faits sont là, la pauvreté, la famine, la mortalité, les conflits, les droits humains, etc. Quel Africain n'a encore rêvé d'une vie meilleure? C'est de ce souhait ou de cet espoir que nous allons parler aujourd'hui sur Canal 3 Monde, dans À nous les idées, avec M. Marlon Blissi Gogua. Il n'a que 24 ans, ancien élève de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville en Côte d'Ivoire. Il est actuellement élève ingénieur en dernière année de génie mécanique en Allemagne, mais aussi l'auteur de ce livre, Pour une Afrique meilleure, paru aux éditions Bénévent en décembre 2009. Alors, Monsieur Gogua, pourquoi avoir choisi le titre Pour une Afrique meilleure? Je remercie M. Baird et je remercie l'équipe de Canal 3 Monde qui nous offre un nouveau regard sur l'Afrique. Pour une Afrique meilleure s'explique par le simple fait que nous vivons à une époque où nous constatons que chaque génération fait face à des défis bien particuliers. Lorsque nous regardons l'histoire, pas seulement de l'Afrique, mais l'histoire du monde, nous voyons la génération des pères fondateurs, ceux qui ont lutté pour la décolonisation. Nous voyons le très respecté Nelson Mandela qui a eu à faire face avec les hommes et les femmes de son temps à l'apartheid. Nous, notre génération n'aura pas à faire face à l'apartheid, mais notre génération aura à répondre aux défis actuels, celui de donner un nouveau regard sur l'Afrique, celui de la rendre, par nos domaines, par nos compétences, encore plus meilleures. D'accord. Votre livre, je l'ai parcouru. C'est un livre d'espoir. Et pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi cette symbolique sur la couverture? Lorsque très souvent on parle d'espoir, on nous dit, c'est un espoir un peu, on nous dit que c'est un peu utopique. Donc, cette image nous rappelle la réalité. Ça nous rappelle qu'en ce moment, lorsqu'on regarde, lorsqu'on part en Afrique, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il y a des difficultés qui sont présentes en allumant la télévision, en sortant dans les rues. Et ça nous rappelle que ce réveil vient d'abord de l'Afrique. C'est un continent en ébullition, c'est un continent qui se réveille de l'intérieur et qui emmène progressivement ses chaînes à se briser. Et que représente ce rouge-là? On a eu pendant une certaine période cette question du volcan ici en Europe. Et donc c'est un peu un continent en ébullition, c'est un continent qui se réveille et c'est cette chaleur, c'est cette force intérieure qui cause cela. Donc le feu représente le volcan, c'est la chaleur de souffrance ou de joie? Parce que l'Afrique c'est aussi la joie, c'est pas que la souffrance. Je dirais que c'est le réveil de l'Afrique. Ce qui est fabuleux avec l'image du volcan, c'est qu'un volcan peut rester là assez longtemps, endormi, et lorsqu'il se réveille, il amène tous ceux qui vivaient autour à s'accommoder à son réveil. Donc c'est l'Afrique qui se réveille. D'accord, très bien. J'aime bien l'image du volcan qui se réveille. Le monde avance très vite, Monsieur Gogua. Oui. On aimerait aussi, nous aujourd'hui, que l'Afrique s'arrime à cette avancée, à cette progression, oui, à cette dynamique. Mais quand on regarde, on a l'impression que l'Afrique est toujours à la traîne. Alors, est-ce que vous avez en quelque sorte trouvé une idée, hein, en rapport avec votre génération, une clé, une solution, un secret qui permet de donner une impulsion, un déclic pour le décollage de l'Afrique, afin d'éviter qu'elle reste à la traîne, mais qu'elle entre dans le peloton de ceux qui tirent l'histoire de l'humanité? Il y a dans cette vision, il y a dans ce état d'esprit, parce que comme vous l'avez bien dit, notre génération se pose des questions. Notre génération veut voir son continent, pas seulement notre nation, mais veut voir l'Afrique de manière différente. Notre génération aimerait que l'Afrique s'impose par ses qualités,
Ce n'est pas une potion magique que nous offrons. Ce n'est pas une potion magique, ce n'est pas un espoir naïf. Mais c'est simplement un concept qui nous dit l'Afrique ne peut devenir meilleure que lorsque chacun de nous devient meilleur dans son domaine. Oui. L'Afrique ne peut devenir meilleure que lorsque, pas seulement lorsque nous attendons à ce que l'État nous tire, mais lorsque, à travers la société civile, de simples organisations, des ONG, on apporte des solutions à des problèmes qui se trouvent pas loin de chez nous. Donc c'est un peu ça. Il faut dire à chaque Africain, ne regardez pas vers le ciel, ne regardez pas à gauche, à droite, mais apportez quelque chose. Apportez le meilleur de vous. Une culture de l'excellence. Effectivement. D'accord. Ok. Et vous consacrez, j'ai bien aimé cela, toute une partie de votre livre, de la page 77 à 97, c'est à peu près le quart du volume total, au sujet de bâtir les États-Unis d'Afrique. Oui. Quelles sont vos propositions? Pour nous, bâtir les États-Unis d'Afrique, c'est non seulement c'est une idée qui est survenue en 1924, c'est-à-dire bien longtemps avant notre arrivée ou bien avant notre naissance par Marcus Garvey. Mais c'est un projet intéressant parce que si les États-Unis d'Afrique sont bien bâtis, sont bien construits, ils pourront demain résoudre les problèmes de stabilité. Ils pourront demain, avec une certaine politique, permettre à l'Afrique de se hisser un peu plus haut au niveau international, c'est-à-dire parler d'une seule voix et puis être encore plus forte économiquement. Donc ce que nous disons là tout de suite dans ce ouvrage, c'est considérons avec un autre regard ce projet. Regardons-le, mais ne le regardons pas comme quelque chose qui est éloigné de nous. Regardons-le en considérant ce que nous pouvons apporter pour que ce projet se porte mieux, pour que ce projet puisse un jour voir le jour. C'est-à-dire regarder l'apport de la société civile, comme je disais tantôt, l'apport de chaque citoyen. Et c'est d'abord l'état d'esprit. Nous avons insisté sur l'état d'esprit parce que l'Afrique ne s'unit pas pour faire du mal. Elle se réunit pour être encore plus forte. D'accord. Mais j'aime bien, j'ai beaucoup aimé, hein, parce que c'est vraiment la dernière partie de votre ouvrage et vous concluez avec ça. Et je pensais en fait que c'est une incitation, une demande à l'éveil des consciences. Puisque quand on voit l'histoire des pays occidentaux, prenons le cas de la France, avant la Révolution française de 1789, qui va avoir des conséquences aussi dans la révolution ou la révolte des 13 colonies anglaises aux États-Unis et qui vont, on va dire, se révolter contre le Royaume-Uni, l'Angleterre, pour fonder l'Amérique. Il y a cette démarche-là qui consiste en fait à dire on va d'abord réveiller les consciences, apporter en quelque sorte la lumière, hein, faire ce réveil avant de passer à un réveil autre. Et cela, en fait, vous allez me dire hein, que ce n'est pas tout à fait utopique ce que vous prônez. Oui, ce n'est pas tout à fait utopique parce qu'il y a de cela 50 ans, nos pères, eh bien, ça a commencé bien de là. Les pères de nos différentes nations s'assiedent certainement dans des salons ou bien ils se rencontraient un peu partout et puis ils décidaient déjà de ce que l'Afrique passe à un autre stade de la colonisation à la décolonisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous devons passer à des stades, à chaque fois que nous faisons face à ce que nous appelons, vous avez parlé de déclic, à chaque fois que nous sentons un déclic, c'est-à-dire l'importance d'avancer, d'évoluer en tant que société, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que société, il faut non seulement s'asseoir, mais il faut concevoir, il faut penser, il faut réfléchir le système, réfléchir l'impact que cela pourrait avoir afin de pouvoir faire le bon. Vous avez dit réfléchir le système. Oui. À quel système? Vous savez qu'on a les aspects politiques, on a les aspects économiques, on a les aspects sociaux. Lequel, si vous devriez hiérarchiser, si vous devriez... Vous avez des choses très intéressantes dans votre livre. Partagez-les avec nous. Vous mettriez quoi en tête? Je dirais que le politique dans notre société, l'influence du politique est indéniable. Oui. Mais j'aime plutôt penser que même ceux qui ne s'engagent pas en politique, parce que lorsqu'on dit l'influence du politique, je vois déjà quelqu'un qui dit non, moi je ne fais pas la politique, non, ça ne me concerne pas. Donc j'aime surtout penser que même ceux qui ne font pas la politique peuvent s'engager. Ils peuvent s'engager, comme je disais tantôt, par des organisations en mettant en application le projet. D'accord. Vous qui êtes de la nouvelle génération, nous nous trouvons en ce moment à Paris. Oui. Il y en a qui nous regardent en Afrique. Oui. Ils sont sur le terrain. Oui. Ils se disent... Ces deux-là en costume cravate nous parlent d'une Afrique meilleure. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est? Alors, est-ce que vous pouvez me dire, selon votre ressenti,
cette Afrique meilleure, tant rêvée, tant attendue, elle est pour bientôt, elle est pour très loin. Comment vous ressentez les choses? Je me rappelle une fois lors d'un de mes déplacements en Côte d'Ivoire, j'étais avec ma mère, on était dans un village de la localité à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a une scène qui m'a marqué. Elle était en pleine visite, on s'apprêtait à rentrer sur Abidjan, et puis elle est rentrée dans une maison, elle a vu une dame, une grand-mère. Et ce qui va se passer, c'est qu'avant de partir, la grand-mère va lui dire, écoute ma fille, est-ce que je peux avoir 5 000 francs parce que je ne sais pas comment manger ce soir. Et là, ce qui m'a marqué, c'est que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes dans ces conditions qui sont quelque part en Afrique. Peut-être nous n'avons jamais entendu l'histoire, nous ne les rencontrons pas personnellement, mais il y a beaucoup de gens dans ces conditions. Et nous sommes conscients de ce fait. Lorsque nous sommes ici, nous savons que quelque chose peut bouger en Afrique si seulement les gens commencent déjà à apporter quelque chose, à apporter une modeste contribution. On n'est pas les prophètes des temps, on ne peut pas jouer avec le temps. Beaucoup de gens n'auraient pas pu prédire l'arrivée d'un président noir. Nous ne jouons pas avec le temps, avec la notion du temps. Mais nous influençons, nous demandons juste à ce que, dès maintenant, selon nos capacités, que nous n'attendions pas des richesses, mais nous apportions déjà ce que nous avons. D'autres apportent des choses très simples, mais combinées, ça a un impact incroyable. La première révolution, elle est mentale. Elle est mentale, elle est personnelle, elle est spirituelle. C'est-à-dire que chacun apporte. On n'est pas devant notre écran pour regarder son voisin pour dire mais lui il va apporter quoi. Tant que lui n'en voit pas, moi je n'en vois rien. Mais ce que nous apportons, nous apportons nos intelligences, nous apportons notre savoir-faire, nous apportons des projets. Parce que comme je le disais tantôt, cette dame avait besoin que de 5 000 francs. Oui. Donc il fallait simplement répondre à son besoin. Tout à fait. Donc c'est de trouver les moyens d'atteindre ces personnes-là qui sont perdues, qui sont un peu éloignées, pour répondre à leurs préoccupations. Mais révolution mentale, révolution intellectuelle, spirituelle, ça ne demande pas de mettre un accent plus fort dans l'enseignement, dans l'éducation. Votre livre concourt déjà à cela, c'est un éveil de conscience. Et en quelque sorte, oui. Moi je l'ai lu, c'est des nouvelles, c'est une approche, enfin vous pouvez mieux m'en parler, hein, c'est une approche qui n'est pas réservée aux spécialistes. C'est presque un livre pédagogique, on le lit comme un roman, enfin vous pouvez nous en parler mieux. C'est votre façon à vous d'enseigner. Oui, au fait, nous avons voulu, à travers ce style, apporter un concept un peu à tout le monde. Pour dire, notre Afrique ne doit plus concerner un type de personne dans la société, mais on doit pouvoir en discuter sur nos tables, dans les salles de classe, dans les rues, sur les bancs, un peu partout, dans les couloirs, dans les administrations, pendant les pauses, bien sûr. C'est-à-dire, il faudrait rendre ce concept, il faudrait qu'on puisse de plus en plus parler d'Afrique, de plus en plus rêver une Afrique plus moderne, et pas seulement la rêver, apporter de nouvelles contributions, de nouvelles conceptions, apporter de nouvelles idées. On a une émission à nous les idées, apporter de nouvelles idées dans différents domaines pour demain améliorer notre... Ça va être le mot de la fin. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur Canal 3 Monde, une chaîne d'analyse, une chaîne d'éveil de conscience, une chaîne de politique, mais aussi de sport, de distraction et de culture. Je vous remercie d'être passé. Merci, M. Baer.